non alignés, puis les Philippines, et puis l'organisation suivante de la société civile. Madame la Présidente, je m'exprime au nom des États membres du mouvement des non-alignés, 121 membres. Nous nous félicitons de la tenue de ce dialogue officieux pour procéder à un échange de vues avec le candidat, en l'occurrence, au poste de secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Macky Sall, nous avons plusieurs questions au nom du mouvement des non-alignés. Tout d'abord, le mouvement réaffirme le rôle directeur de l'ONU dans la promotion du multilatéralisme et de la coopération multilatérale, élément essentiel aux membres du mouvement pour relever les défis de notre temps. Et dans ce contexte, quelles mesures concrètes seront proposées pour renforcer encore davantage le multilatéralisme, la coopération internationale à la lumière de l'érosion et du non-respect des obligations internationales? Deuxièmement, la déclaration adoptée par l'ONU, qu'en est-il de votre position? Qu'en est-il de votre position pour le système de l'ONU? Troisièmement, selon vous, quel est l'effet des mesures coercitives unilatérales sur les capacités des États ciblés à parvenir au développement durable et à mettre en œuvre pleinement le programme à l'horizon 2030? Quelles mesures concrètes promouvrez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies s'opposant à ce type de sanctions qui sont des violations de la Charte des Nations Unies? Appellerez-vous à leur élimination et mettrez-vous en avant des mécanismes de prévention de leur application? Et dernière question, comment allez-vous promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive, garantissant que les besoins et les priorités de tous les pays sont pris en considération? Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés. Je vous en prie. Thank you very much, Uganda representative. On the name of non-aligned. Merci au représentant qui s'est exprimé au nom du mouvement des non-alignés. Encore une fois, vous dire ici que l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation universelle qui regroupe l'ensemble des pays. Donc, la problématique de sa représentativité, de son universalisme ne se pose pas. Il nous faut simplement renforcer son efficacité. Et le multilatéralisme, en réalité, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nos divisions. C'est également le fait que nous ne soyons pas à mesure de défendre et de dépasser les contradictions qui font que de plus en plus, malheureusement, on constate effectivement une sorte d'inefficacité. Mais ça, le secrétaire général, lui, il n'agit pas au nom des États, mais il doit être un facilitateur. Il doit être, comme je l'ai dit, quelqu'un qui construit les ponts entre les différentes positions, qui les rapproche. Et ça, je compte m'y impliquer pleinement afin que cette discussion, ce dialogue permanent au sein du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, avec vous, au quotidien, que nous puissions nous accorder sur la nécessité de maintenir ce multilatéralisme, sans lequel, bien sûr, on rentre dans ce qu'on peut appeler la jungle, où c'est la loi du plus fort. On voit bien que ça ne peut pas nous mener trop loin. Donc, on va travailler ensemble dans la confiance pour que le multilatéralisme, qui est l'accord collectif au-delà de deux pays où les gens s'engagent et engagent leurs responsabilités à travers les conventions qu'ils décident de signer ensemble. En ce qui concerne maintenant les mesures de coercion ou mesures coercitives sur l'agenda du développement, si j'ai bien compris votre question, 2030 approche, il est clair qu'il y a encore de la faim dans le monde. Nous avons encore énormément de populations qui n'ont
pas accès aux services vitaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement. Nous avons encore des efforts à faire et ce que je disais tantôt, pour cela, le pacte pour l'avenir qui a été adopté en septembre 2024 ici aux Nations Unies a indiqué une feuille de route ambitieuse pour adapter, j'allais dire, le multilatéralisme aux défis du XXIe siècle. Et c'est là où nous allons ensemble regarder quel agenda post-2030 sur les 15 prochaines années ou les 20 prochaines années, comment nous allons financer le développement. C'est toute la problématique, je l'ai dit tantôt, de l'architecture financière internationale. C'est toute la problématique pour impliquer le secteur privé et pour lever les contraintes liées à la perception du risque envers les pays en développement, particulièrement les pays africains et les pays également de l'Asie-Pacifique ainsi que de l'Amérique latine. Et ensemble, nous pourrons travailler, pays membres, institutions de Bretton Woods, secteur privé, agences de notation qui sont des acteurs clés sur comment mitiger la perception du risque pour que l'accès au crédit soit plus facile pour les États. Merci beaucoup. J'adresse une chaleureuse bienvenue au président Macky Sall. Monsieur le Président, je vous remercie pour la présentation de votre vision stratégique pour le poste de secrétaire général. Au nom du groupe africain, je souhaite poser les questions spécifiques suivantes. Sur la paix et la sécurité, l'absence de l'Afrique de la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité traduit une injustice historique qui doit être réparée. Cette situation interroge sur la légitimité des décisions de cet organe principal de la Charte sur les questions essentielles concernant notre continent. Quelle est votre appréciation de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité et comment comptez-vous utiliser l'autorité et l'influence du bureau du secrétaire général pour faire avancer les négociations intergouvernementales sur cette question? Ensuite, nous avons la résolution 2719 du Conseil de sécurité qui a créé un cadre permettant aux opérations d'appui à la paix dirigées par l'Union africaine de bénéficier des contributions statutaires des Nations unies pour la mise en œuvre de cette résolution importante. Cependant, la mise en œuvre de cette résolution reste dans une impasse. Quelle est votre approche de la troisième revue annuelle et comment comptez-vous prendre en charge cette absence continue de volonté politique? Sur la question du développement, comme vous le savez, Monsieur le Président, le développement devient une priorité de premier rang pour l'Afrique. Quel lien faites-vous entre les agendas 2030, 2063, le pacte pour l'avenir, ONU 80, le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies, et que comptez-vous faire pour assurer le soutien continu des Nations unies au cadre de développement défini et adopté par l'Afrique? Quelles actions concrètes comptez-vous poser pour faire avancer la réforme des institutions financières internationales, y compris l'amélioration de la représentation de l'Afrique au sein de ces institutions, sans oublier, vous venez de le dire, les agences de notation et les systèmes biaisés d'évaluation s'agissant de l'Afrique? Comment comptez-vous assurer que les mécanismes de financement du climat, notamment les fonds pertes et dommages, soient accessibles aux pays africains et convenablement financés? Quel programme du secrétaire général actuel pour l'Afrique allez-vous maintenir et renforcer? Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mali qui s'est exprimé au nom du groupe des États africains. Je vous donne la parole. Le représentant du Mali, je voudrais vous dire toute la solidarité que j'ai pour le peuple malien et les peuples du Sahel qui, en ce moment, fait face aux conséquences du terrorisme international. Et pendant de nombreuses années, ici, devant la tribune des Nations Unies, nous avons plaidé pour que le Conseil de sécurité puisse prendre des mesures d'accompagnement et que nous ne devons pas laisser les seuls pays engagés au front face au terrorisme. Aujourd'hui, nous le savons, l'Afrique devient le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme international. Or, il faut une action collective et c'est le rôle du Conseil de sécurité d'assurer la responsabilité de la paix et de la sécurité mondiale. Je voudrais, profitant de votre question, rendre un hommage aux casques bleus tombés au champ d'honneur
depuis la création, c'est plus de 4000 membres des Casques Bleus qui sont morts au front. Aujourd'hui encore, on a eu des décès. Nous savons que ces missions sont délicates, sont difficiles. Souvent, les moyens ne suivent pas la nature des conflits, évidemment, mais nous devons saluer le rôle de l'ONU depuis 1948, où la première mission, qui était l'ONU-ST, l'organisme des Nations Unies, chargé à l'époque de la surveillance de la trêve, jusqu'à nos jours, l'ONU est présente sur le théâtre des opérations à travers le monde et dans tous les continents. Nous avons en Afrique 5 missions présentement qui sont sur le terrain, mais également en Asie et Pacifique, une mission, en Europe et en Asie centrale, 2 missions, au Moyen-Orient, 3 missions. Tout cela montre l'importance que nous devons accorder à cette maintien de la paix. Il faut accentuer la prévention des conflits et il faut surtout assurer une meilleure coordination entre l'ONU et les organisations régionales. Et vous avez bien fait de citer la résolution 2719 qui définit un cadre et je pense que c'est une bonne approche de ce que l'ONU doit faire, c'est-à-dire s'appuyer principalement sur les organisations régionales, avec l'Union africaine pour ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Union africaine, avec l'Union européenne, avec les autres organisations régionales. Cela permettrait d'être plus efficace sur le terrain et parfois même de dépenser moins. Donc je crois que si je suis élu, travailler très étroitement avec l'Union africaine pour la mise en œuvre de la résolution 2719, mais travailler également pour qu'il y ait une convergence entre l'agenda 2030 de l'ONU, l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également le pacte de l'avenir qui est déjà un pacte pour l'ensemble du système onusien. Et enfin, nous travaillerons sur le financement du climat qui reste un défi. Parce que depuis l'accord de Paris, vous savez qu'il y a eu des efforts à un moment donné et il y a un reflux. Ce reflux, aujourd'hui, se constate sur la baisse des financements climatiques. Les pays ont défini ce qu'on a appelé le JETP, Just Energy Transition Partnership. Et ça, c'était une manière de contourner l'absence de financement concessionnel et que chaque pays membre qui était un pays engagé pour l'adaptation devrait revoir un peu ses engagements nationaux et serait accompagné pour le financement de l'action climatique. Je pense que ces JETP doivent pouvoir se poursuivre. Je veillerai à ce que les pays engagés dans cette voie aillent pour une transition climatique qui soit juste et équitable. Je vous remercie, madame.